Dans le cadre des rencontres photographiques du 10e, l'Union des photographes professionnels et le collectif FETAR s'associent pour la réalisation de podcasts avec les artistes exposés. On reçoit Bastien Deschamps et Adrien Selbert qui ont la particularité d'explorer la même zone géographique, les Balkans. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors, quelques mots pour vous présenter. Adrien, vous êtes diplômé des Beaux-Arts de Nantes, vous êtes photographe, réalisateur et monteur. Votre démarche s'attache à restituer dans une lisière fertile entre fiction et documentaire, images fixes et images en mouvement, les visages et les corps prisonniers d'un entretemps. De l'après-guerre en Bosnie à à l'après-tempête en Vendée, vous élaborez une esthétique de la disparition, convoquant les fantômes dans le fond des images. Votre série Les bords réels a été soutenue par la bourse documentaire du Centre national des arts plastiques, le CNAP, et aussi la bourse multimédia de la SCAM. Vous étiez finaliste en 2022 du prix de la Fondation Aperture. On retrouve l'ensemble des photographies de cette série, Les bords réels, dans un livre qui a été édité au Bec en l'air, et vous êtes un des photographes de l'agence Vue. Bastien, vous êtes un photographe nomade, autodidacte. Vous partagez votre temps entre travail documentaire, d'auteur, photographie existentielle et fabrication de livres. En 2018, vous avez obtenu une bourse du Wall Street Journal pour étudier à l'ICP, l'International Center of Photography. Vous êtes diplômé du programme Documentary Practice on Visual Journalism en 2019. En 2020, vous avez lancé Where the Border Runs, un voyage géopoétique suivant différents fleuves, frontières dans le monde, et ce qui concerne des problématiques spécifiques. Cette série de 5 projets, vous en êtes au chapitre 1, il y a bientôt le chapitre 2 qui va commencer sur le fleuve Maroni, je crois. 2020, vous étiez finaliste au prix Roger Pic de la SCAM. Vous étiez aussi finaliste sur le prix 6 mois du photojournalisme et le prix Balzac. Vous étiez finaliste aussi. Vous avez créé un livre-objet absolument unique qui a été réalisé à 15 exemplaires qui s'appelle The Tales from the Riversides. Là où passent les frontières, contes des bords de la rivière. Voilà, merci à tous les deux d'être là. Bastien, on va commencer par vous. Nous voici donc au bord de l'Evros, ce fleuve qui traverse les Balkans du sud-est. Ouais, c'est ça. Il est long de 480 km, 480 kilomètres. Vous avez travaillé à la fois côté grec et côté turc et multiplié les sources de récits. Je me posais la première question, comment vous avez abordé votre travail sur place et comment vous avez commencé à collecter les informations que vous avez trouvées? Euh, Disons que quand je vais dans ce genre d'endroit, en fait, alors j'ai beau faire un petit peu de recherche, je suis quelqu'un qui a besoin d'être sur le terrain pour voir, en fait. Euh, comme vous le disiez, effectivement, dans ce projet, je m'intéresse à chaque fois à une problématique qui est propre à cette région. Si on veut, le fleuve frontière, c'est une, euh, plutôt un fil rouge, c'est presque une excuse, en fait, pour aller parler de ce qui se passe dans ces territoires. Donc là, ça s'intéresse à la crise migratoire et surtout à ce qui se passe en fait à cette frontière, c'est savoir tout ce qui est pushback et autres joyeusetés qui se déroulent là-bas. Euh, Peut-être faire une petite anecdote. En fait, j'avais pas forcément envie de traiter de ce sujet quand je suis arrivé. Ouais. Je voulais plutôt parler en fait de tout ce qui était mixité, l'identité culturelle, parce que c'est toujours une région qui a été un petit peu la porte d'entrée, enfin qui a été oui, la porte d'entrée vers l'Orient, qui a toujours été un petit peu à la croisée des chemins. Mhm. Donc c'était plutôt ça qui m'intéressait. Sauf que quand je me suis rendu sur place, en fait, en rencontrant, enfin, rencontrant des groupes de migrants, en commençant à discuter avec eux, en récoltant un petit peu leurs témoignages, je me suis rendu compte en fait que ça n'avait aucun sens de parler d'autre chose que enfin que de eux de ce qu'ils vivaient. Mhm. Ça a été vraiment enfin ça s'est un petit peu imposé à moi, on va dire. Ok, parce que donc la grande série, elle est plus large. Qu'est-ce qu'on va voir exactement aux rencontres photographiques du 10e?
Alors, en compte photographique, on va voir une restitution du premier chapitre, donc qui est vraiment consacré à l'Evros. Mhm. Euh, Ce que je disais, la grande série, effectivement, le fleuve frontière est un fil rouge et une excuse en fait. Euh, à chaque fois pour traiter d'une problématique un petit peu différente. Mhm. Le deuxième chapitre que j'ai commencé à réaliser et que je devrais aller finaliser cet hiver, si tout se passe bien, c'est Ouais. consacré aux marronnies et ça traite d'orpaillage clandestin. Donc c'est quand même deux mondes totalement différents, même s'il y a beaucoup de similitudes finalement Ok. dans le sujet. Ouais, 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 bien sûr, bien sûr, bien sûr. Parce que ce qu'on voit aussi aux rencontres du dixième, c'est que vous avez, en dehors d'une photographie qui a beaucoup d'impact, hein, c'est vrai que vos noirs et blancs, moi, c'est assez impressionnant, mais vous avez collecté aussi beaucoup, beaucoup d'objets. Et ce sont des objets que vous avez trouvés les gens, ce sont des gens qui ont disparu, ce sont des objets qui ont été laissés sur place, c'est des objets qui ont servi à des tractations. Alors, ce qu'on peut voir ce qu'on peut voir aux rencontres, il y a Mhm, effectivement une série que j'ai appelée Nameless. mhm, C'est 64 photos de ces objets. Alors, ça se passe en fait à la morgue d'Alexandroupoli. Alexandroupoli, la grosse ville grecque, enfin, on va dire la ville la plus proche de la frontière. mhm, Euh, Lorsqu'ils retrouvent des corps, ce qui arrive malheureusement assez régulièrement, la plupart du temps, en fait, ils ne sont pas identifiables parce que soit ils n'ont pas de papier d'identité, soit ils ont passé trop de temps dans l'eau. Enfin, donc, c'est autant dire que c'est un petit peu compliqué. Et le docteur Pavlos Pavlidis, qui est le médecin légiste de l'hôpital, a lancé un petit peu ce programme qui est une sorte de bouteille à la mer, en fait, de lancer de bouteille à la mer, où il va photographier, récupérer les objets personnels qu'il retrouve sur les corps non identifiés. mhm. Il va les cataloguer, il va les photographier, il va les mettre sur des bases de données, je crois, de la police et de la Croix-Rouge, dans l'espoir que un proche puisse avoir accès à une de ces bases de données et qu'il puisse reconnaître un objet, et dans ce cas-là, peut-être lancer enfin, faire une demande pour un test ADN pour pouvoir identifier cette personne. Donc il y a quand D'accord. même il y a beaucoup de si, beaucoup de conditions, donc autant dire que ça marche assez rarement. Mhm. Ça arrive, mais c'est assez rare. Et donc là, ce qu'on peut voir, c'est 64 objets que moi je fais, enfin 64 contenus de ces petits zip bags en plastique, qui sont un peu les artefacts, les traces qu'ont laissé ces personnes inconnues. D'accord, ok, très bien. Dans votre récit, vous semblez être assez marqué par justement ce que vous appelez les pushbacks, c'est ça, du côté grec ou du côté ou de l'autre côté du côté turc, ou c'est en effet le fait que les gens soient renvoyés, j'imagine aussi, et violentés quand ils arrivent ou quand ils essayent de traverser. Voilà, c'est ça. Les pushbacks, c'est cette pratique qui est courante, qui est presque quotidienne. Donc c'est plutôt des autorités grecques, Mhm, euh, qui, de façon totalement illégale au regard du droit international, européen, voire même grec, mhm, vont euh, littéralement rejeter à la rivière les migrants qu'ils ont arrêtés, avant qu'ils aient même la possibilité en fait de faire une demande de droit d'asile. Donc c'est-à-dire on les prive de on les prive de ce droit. Comment ça se passe? En gros, c'est quand ils se font arrêter, ils sont gardés dans des petits camps prison. Et de nuit, ils sont entassés dans des camionnettes. On les amène au bord du fleuve. On les fait monter dans des canots pneumatiques. Arrivés au milieu du fleuve, c'est-à-dire la frontière, ils sautent et ils retournent du côté turc. d'accord. Ok, ok. Donc voilà, et là effectivement, donc il y a une autre partie de mon travail où j'ai passé beaucoup de temps dans un hôtel à Edirne. Edirne, c'est la ville turque du côté turc, mais qui est sur la frontière, Mhm, avec un groupe de migrants. Euh, Cet hôtel était un peu, enfin pour moi c'est un peu un espèce de purgatoire, quoi. C'était un lieu d'attente, un lieu où ils pouvaient se regrouper entre deux tentatives
de franchir la frontière, parce que certains ont essayé 2, 3, 10 fois de passer, ont été victimes de pushback, et enfin voilà, on boucle un petit peu. Ok, très bien. Adrien, je vais me tourner vers vous. Euh, Vous avez 20 ans quand vous rencontrez un pays, la Bosnie. Depuis, vous n'avez cessé de le filmer ou de le photographier euh, à travers différentes approches ou en tout cas époques. Vous présentez votre série Les bords réels, qui est un travail d'introspection à travers à propos de ce pays, la Bosnie, 25 ans après la fin de la guerre. Dans quel état se trouve d'abord le pays? Alors, ça fait 2 ans, si je me trompe pas, que j'y suis pas retourné, mais je pense que ça n'a pas beaucoup bougé. Mhm, C'est un pays qui est pour moi coincé entre deux temps, c'est-à-dire et un futur qui veut pas advenir depuis la fin de la guerre et une guerre qui est terminée, mais une après-guerre en tout cas qui ne se termine jamais, qui ne cesse d'être un après perpétuel. Et donc, ça veut dire par là que le pays est comme figé. Il est figé à cause de la corruption, qui est assez endémique dans le pays, mhm, l'argent de la reconstruction qui est parfois pas forcément parti aux bons endroits, mhm, ce qui fait qu'on a un taux de chômage qui est très élevé chez les jeunes et qui pousse chaque année les jeunes à quitter la Bosnie. mhm. Moi, j'ai eu des années, donc moi, je fréquente le pays depuis 2005, donc ça commence à faire un sacré bout de temps maintenant. Bien sûr. Et chaque année où je suis revenu, j'ai des amis qui sont partis, qui sont partis au Luxembourg, en Angleterre, en Suisse, en Allemagne. Et donc, le pays se vide de sa jeunesse, et quand un pays a plus trop de jeunesse, bah, pour le coup, il n'a pas trop d'avenir, quoi. Mhm, C'est un, c'est pour moi un pays qui est un peu modèle, enfin modèle, dans le sens où aujourd'hui on parle d'effondrement économique, d'effondrement de la biodiversité à venir, mhm, et c'est des pays comme ça qui sont effondrés pour des raisons d'abord économiques, qui a ensuite entraîné la guerre sur un terreau comme ça de discours ethnico-nationalistes et tout. Et mhm, c'est des pays qui, aujourd'hui, n'ont pas les conditions de se relever. Donc, ils se relèveront peut-être jamais. Et qu'est-ce que c'est un pays effondré? Ben, c'est un peu la Bosnie, quoi. C'est-à-dire un pays qui vivote, qui bricole et qui reste encore à vif sur des questions identitaires, entre guillemets, qui restent des marottes de politique, hein. Si on interroge les gens personnellement dans leur campagne, mhm, c'est un peu comme en France, quoi. C'est-à-dire à un moment quand on fait du Macron, on se rend compte que le voisin est serbe, même si on est musulman, enfin voilà, que les gens cohabitent assez facilement. mhm. Donc c'est un pays qui est pas vraiment qui est pas rené de ses cendres, quoi. Je comprends. Et ce pays, la Bosnie, donc c'est vrai que vous travaillez, c'est vraiment un travail au long cours que vous faites dessus. C'est pourquoi la Bosnie? C'est parce que c'était ce pays vous l'avez connu pas, il sortait de la guerre. C'était vos premières images de la guerre. C'est une première guerre en Europe. Qu'est-ce qui vous a touché? Bah, alors ça s'est fait un peu par hasard et à la fois les choses elles arrivent par hasard et après elles prennent du sens. Ouais. La première fois donc que je suis parti en Bosnie, c'était en 2005. J'étais encore étudiant aux Beaux-Arts et avec une même pas amie à l'époque, une amie d'amis qui cherchait quelqu'un qui savait tenir une caméra pour bricoler un documentaire en Bosnie. Donc on est partis tous les deux, on est partis un mois et demi. Et Mhm, on a bricolé un premier documentaire vidéo en Bosnie à cette époque-là. Et c'est vrai que quand on est arrivé à Sarajevo, c'était en 2005, donc on était 10 ans après la fin de la guerre, la ville était encore vachement défoncée. mhm, Elle a mis vraiment beaucoup de temps à se reconstruire. Le centre-ville a été pas mal refait, mais dès qu'on monte un peu sur les hauteurs, on a encore pas mal de maisons criblées de balles, tout ça. Et donc oui, c'est les premières images de guerre que j'ai pu voir enfant à la télévision, les images de charniers, ce genre de choses.
Donc ça faisait, c'est la guerre que j'ai connue gamin, ouais, ouais, Mm. ouais. Mm. Avec l'Irlande et le Rwanda qui sont passés à la même époque dans les années 90, ouais. Mais c'était la guerre la plus proche, en tout cas. C'est les images dont je me souviens gamin, quoi. On peut peut-être évoquer un peu votre approche photographique ou vos écritures photographiques, peut-être à tous les deux. Euh, Moi, j'avais trouvé qu'il y avait chez Bastien, je trouve qu'il y a dans ces noirs et blancs, il y a une volonté de nommer, d'identifier. Je trouve c'est une écriture un peu en poinçon. C'est assez contrasté. Ça m'a rappelé parfois un peu la photographie japonaise des années 60. Et, et vous, Adrien, peut-être alors donc on parle de l'esthétique, de l'effacement, de la disparition. Il y a ce côté beaux-arts aussi chez vous et parfois et fictionnel aussi. Comment vous avez abordé l'un et l'autre l'idée de raconter parce que vous êtes loin de vous échappez un peu à une pratique du documentaire, on va dire classique. J'imagine que vous avez un peu remis en cause aussi peut-être votre pratique au fur et à mesure de ces années de travail. Adrien, je t'en prie. Eh ben, ok, j'y vais. Oui, alors moi j'ai longtemps cherché la forme de ce projet-là. La première série photo que j'ai faite en 2015, c'était à Srebrenica. C'était une série sur la jeunesse qui avait l'âge du génocide, donc 20 ans. Mhm, C'était une série que de nuit. En gros, c'était comme une espèce de longue nuit dans cette ville. Donc j'avais trouvé comme ça un espèce de concept qui me permettait de parler de l'état d'errance de cette jeunesse et de cette ville qui était un peu enfermée dans une nuit de l'histoire, mhm, par comme ça un parti prévisuel fort et une espèce d'unité de lieu et de temps, quoi. Et donc, ça a été un peu le point de départ de ce second projet où j'ai eu envie et l'ambition un peu démesurée d'essayer de retranscrire ce qu'était ce pays, à la mhm, fois géographiquement et au niveau du temps. Et je me suis rendu compte que c'était pas tant la géographie qui comptait que d'essayer de retranscrire une sensation du temps, une sensation du territoire. Et donc, j'étais moins dans une approche documentaire au sens journalistique ou scientifique du terme, c'est-à-dire je rapporte des faits, j'essaie d'être dans une espèce de vérité. mhm, Ce qui m'intéressait, c'est d'être dans plutôt une forme de sincérité, c'est-à-dire comment je peux, par le traitement de mon image, par les choix de cadrage et la texture, rendre compte d'une sensation fantomatique, en tout cas d'une sensation du territoire, comme je la ressens et comme elle m'est racontée par les amis que j'ai, les gens que je fréquente, comment je peux retranscrire cette espèce d'effet, oui, d'entretemps, de quelque chose d'un peu zombie, quelque chose qui flotte, quelque chose qui est atmosphérique comme ça, d'assez laiteux. mhm. Et donc, j'ai fait les premières photos que j'ai fait au début, quand j'ai commencé le travail, c'était très documentaire classique, c'était très, voilà, c'était, et ça, il y avait des belles photos, mais ça Mhm. ennuyait. Enfin, c'est-à-dire, je trouvais que c'était pas juste, en fait. Voilà, D'accord. c'était bien, mais c'était pas juste, j'arrivais pas à trouver le truc. Ouais. Vraiment trouver le truc à la toute fin, euh, justement en bricolant un peu mes images, en les triturant, machin. Et surtout, c'est marrant, c'est que c'est des travaux de commande. C'est-à-dire que c'est en allant voir un peu ailleurs, en étant confronté à d'autres choses, que ça a nourri ma pratique personnelle. J'ai fait de la photo de mode, j'ai fait des choses comme ça qui m'ont emmené sur des terrains esthétiques auxquels je me serais pas autorisé seul. Ouais. Ces approches-là, plus esthétiques, qui étaient plus de l'ordre du sensible, sont venues à un moment traduire plus fidèlement ce que je ressentais en fait. Ok. Donc voilà, puis ça a été une manière de se tenir justement à la lisière, comme c'est un pays qui est un peu à la lisière, qui est un peu flottant entre deux États. J'ai fait une photo qui est un peu entre deux États, c'est-à-dire que qui est pas totalement du documentaire, qui est pas du tout de la fiction, mais qui se situe dans une espèce de rêve comme ça, d'entre deux. Enfin, en tout cas, c'était mon ambition. Et je crois que c'est ça qui m'intéresse, d'être un peu dans la lisière des choses entre la fiction et le documentaire. Et moi-même, dans ma pratique, je fais des films de fiction, je fais du clip, mais je fais aussi des photos pour la presse. Voilà, j'aime bien être
entre deux. Entre deux, c'est ça, ok. Parce que c'est les bords réels, c'est plus d'une douzaine de voyages, Ah oui, 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 quand même. C'est énorme, enfin, c'est gigantesque comme. ouais, 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 mais parce que justement, j'ai mis beaucoup de temps à trouver le truc, en fait. Hmm. Alors après, j'ai été rechercher des photos que j'avais fait au début, mais j'en ai jeté énormément, ouais. J'ai jeté beaucoup, 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 beaucoup de photos du début, mais c'était la manière de. En fait, j'ai l'impression que la première série photographique que j'ai faite, qui est à Srebrenica, qui a, qui m'a permis un peu qui m'a permis de rentrer à l'agence Vue, qui a Hmm. été diffusée, qui a gagné des prix et tout, c'était la première série photo que je faisais. J'ai l'impression que c'était un peu un malentendu, c'était un peu un coup de bol, entre guillemets. Et je pense que la série où j'ai appris justement à devenir photographe, c'est cette série. Hmm. Où là, D'accord, ok. j'ai dû vachement me confronter à, en fait, la différence entre ce que je voulais dire et ce que j'arrivais à faire. Et il y avait un vrai gap. Et j'ai mis vraiment du temps à finir par trouver la forme juste, quoi. Donc voilà, c'est la série qui m'a appris la photographie, entre guillemets, enfin, en tout cas, à trouver mon geste, quoi. Ouais, tout à fait. Bastien, Oui. Bastien, vous aussi, de votre côté, j'imagine que vous travaillez hors du temps médiatique, comme Adrien. C'est quelque chose qui est évident aussi pour vous. Et autre question, pour enchaîner, comment a évolué votre travail sur cette série, la première série, donc Evros? Oui, non, enfin, effectivement, moi je me retrouve un petit peu aussi, enfin, je retrouve Adrien là-dessus, qu'effectivement, même si j'ai une formation à la base de photojournaliste, c'est pas du tout ce que je passe pas du tout ma façon de travailler, ce que j'essaye de montrer. Euh, Moi, je qualifie ma pratique documentaire de façon un peu pompeuse de géopoétique, c'est-à-dire s'intéresser à enfin, comment dire, enfin, m'intéresser à la société sur des territoires, Mhm, mais plus proposer plus un ressenti qu'une compréhension, qu'une explication. mhm, Déjà souvent parce que notamment là sur la question de l'immigration, c'est une question qui est tellement complexe que j'ai pas du tout la prétention de l'expliquer, déjà de la comprendre, à peut-être même à peine, mais en tout cas j'ai envie de la voilà de la faire ressentir, de faire ressentir au moins quelques de la oui, de faire ressentir quelques bouts. Cette avec Evros, je me suis mis en fait sur un même projet à travailler un petit peu par petites séries, mhm. plutôt que dans une série globale. C'est pour ça que j'avais créé un peu cet objet livre slash coffret d'artistes où il y a plein de petits objets photographiques qui sont autant de petites séries. Qui est incroyable, hein. Je sais pas si, j'espère qu'on aura l'occasion de le voir pendant les rencontres. Est-ce que vous avez tout vendu? Il en reste ou pas? Pour l'instant, je l'ai pas mis en vente, donc D'accord, ok. il y a que ils sont au chaud à la maison. D'accord, ok. C'est ça, 15-17 pièces, c'est ça? Il y a 15 pièces, ouais. 15 pièces, 15 pièces. Ok. Euh, et l'idée, en fait, de ça, elle est née justement de ce projet, de ces petites séries, et de ce fait de pas vraiment tout comprendre. L'idée était vraiment, en fait, de proposer quelques pièces du puzzle pour créer une Mhm. sorte de narration non linéaire et avoir un petit peu une idée de ce qui peut bien se passer, ou en tout cas de pouvoir faire ressentir quelque chose. Ça, c'était vraiment ce sur quoi j'ai travaillé avec cette série. Alors je me disais comme ça, est-ce que vous auriez une question à poser à l'autre et vice versa sur vos travaux respectifs euh, sur voilà, la compréhension, la volonté, le sujet lui-même, les difficultés. Ouais, moi je trouve ça hyper, comment dire, cette question de chapitrage et tout, et de se lancer dans dans un projet comme ça, comme tu le fais là, en 3 chapitres, je trouve ça hyper cool comme dynamique, et je me dis, dans quel temps dans combien de temps tu te donnes pour réaliser tout ça? Est-ce que tu as déjà
fais des images enfin, comment tu procèdes, quoi, pour les deux qui viennent. Est-ce que c'est des images qui sont déjà faites ou est-ce que c'est des choses que tu... Non, 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 pas du tout. Enfin, je m'étais quand j'ai pensé le projet, je m'étais dit un chapitre, peut-être un chapitre par fleuve du coup par an. Mhm. Ça fait déjà 4 ans, j'en suis à un et demi, donc ça va Ouais. être dans un temps un peu plus long. Euh, Effectivement, j'ai commencé le deuxième l'été dernier. J'ai passé 3 mois en Guyane, mais aussi pour avoir un petit peu déjà pour trouver mon sujet, parce que j'ai toujours besoin, encore une fois, d'être sur place. Mhm. Et ensuite, après, ça a été vu que là, j'ai décidé finalement vraiment de m'intéresser à leur paillage clandestin. J'ai mis 2 mois sans faire de photos, juste à gagner les accès pour pouvoir aller sur les camps, pour pouvoir rencontrer ces gens. Donc là, voilà ce que je disais un petit peu avant. Enfin, je vais y retourner maintenant que j'ai les accès pendant 2 ou 3 mois, faire de la forêt sur les camps pour produire le travail photographique, quoi. Ok. D'accord. Ça, On va c'est le dire ça. chapitre 2. Donc le C'est- chapitre 2 sur le Maroni. Sur le Maroni, voilà, qui est le fleuve frontière qui est entre donc la Guyane française, la France et le Suriname, donc au milieu Ok. de la forêt amazonienne. Très bien. Bastien, est-ce que vous avez une question pour Adrien? Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez lui poser ou avoir des réponses peut-être par rapport à son sujet Bah, et sa démarche? moi, tu l'as dit un petit peu tout à l'heure, mais juste quels sont vraiment tes liens avec la Bosnie? Est-ce que c'est juste parce que c'était un peu un concours de coïncidence ou t'as quand même quelque chose qui t'a poussé particulièrement à aller là-bas? Bah, au début, c'était un peu un concours de coïncidence, dans le sens où via une amie d'amis, et puis je crois que ça, c'est venu résonner avec des thématiques qui m'intéressent, ou plutôt, ça est venu imposer cette thématique-là dans mon travail, qui est la thématique des après. J'aime bien dire que je suis un photographe d'après-guerre plutôt qu'un photographe de guerre. C'est plus confortable. J'ai pas le courage encore d'être un photographe de guerre. Mais oui, oui, c'est ça enfin, même dans les fictions que je peux faire et écrire, en fait, je me rends compte qu'il y a toujours ce thème-là de qu'est-ce qui se passe après, quelles sont les conséquences pour les gens qui restent, ce temps-là un peu trouble, cette mélancolie, il y a une humeur dans le pays. En Bosnie, il y a une espèce de mélange de violence sourde et de mélancolie qui très instinctivement me parle, quoi. Il y a quelque chose de donc après, oui, il y a une espèce d'attachement au territoire qui est un peu de l'ordre du lien familial, c'est-à-dire que je l'aime autant que je le déteste, quoi. Il y a un truc comme ça. C'est un pays qui me fatigue et à la fois je l'adore. Enfin, donc voilà. Donc j'y suis revenu souvent, puis je suis reparti aussi souvent, en étant content de repartir. Et voilà. Adrien, dans cette série que vous avez terminée, est-ce que vous avez déjà en tête autre chose sur la Bosnie ou pour l'instant non? Est-ce que vous allez continuer à travailler sur ce pays? Est-ce que vous avez déjà, après, il faut rien révéler, mais est-ce que peut-être vous avez d'autres envies, une autre manière de traiter Ouais. Ouais, ouais, Oui, ouais, ben, je m'étais dit, j'en ai fini avec la Bosnie, et en fait, j'ai écrit un long métrage de fiction qui, en partie, se passe en Bosnie. D'accord, ok. Et donc, enfin, oui, qui se termine en Bosnie. Donc, en fait, on y revient toujours. On y revient toujours, en effet. Euh, on arrive un peu à la fin. Et je voulais un peu vous poser peut-être des questions, enfin juste une ou deux questions sur l'économie de la photographie. Euh, comment vos projets ont été soutenus? Est-ce que ça a été di- difficile pour vous de travailler au fur et à mesure de ces années? Est-ce que vous avez trouvé que les aides étaient suffisantes? Est-ce que vous avez eu un parcours de combattant? Quel a été un peu voilà, votre chemin pour arriver à la fois garder un équilibre entre travail de commande, de création toujours, et ces travaux personnels que vous exposez tous les deux aujourd'hui?
Moi, je peux commencer par répondre si ça. Bien sûr, bien Ah, sûr, bien sûr. en fait, Alors moi, je suis pas un champion des bourses, en tout cas en photo et tout. J'ai des amis qui sont vraiment champions, qui connaissent toutes les dates, les bons calendriers. Ça demande vraiment un C'est travail un de sport, c'est devenu un sport. vraiment un sport, ouais. Donc, j'ai pas, moi, le fichier Excel avec toutes les dates et tout. Donc, j'ai postulé aux bourses que je connaissais, voilà. Mhm, Euh, Moi, clairement, j'ai dépensé plus d'argent que j'en ai, entre guillemets, gagné avec ce projet. Le but, c'est pas de toute façon, pour moi, en tout cas, c'est pas Oui, il n'y a pas une rentabilité qui est, Ah bah non, 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 ça c'est qui clair. ça se Après, saurait. oui, ça se saurait, ouais. Non, mais c'est effectivement, c'est des projets commerciaux qui financent des projets personnels. Mhm, Des fois, on peut arriver à ne pas trop dépenser d'argent, mais malgré tout, je vois entre les tirages d'expo, même quand on fait un livre, même s'il est financé en partie, il y a quand même un peu d'argent qu'il faut mettre soi-même. Enfin, voilà, l'économie aujourd'hui de la photo, elle est quand même assez précaire. mhm. Euh, Clairement, moi, j'ai pas encore trouvé la recette magique, mais je vais pas me plaindre. Je pense qu'on est tous un peu comme ça, c'est-à-dire qu'on travaille à côté pour financer ces projets personnels-là. Sinon, il faudrait attendre que toutes les planètes s'alignent, qu'on ait toutes les bourses pour commencer à travailler. Donc, c'est un peu compliqué, d'autant que comme Bastien, si on est parti sur des périodes de 2, 3 mois sur place, ou voilà, à moins de travailler sur place, mais je trouve qu'à la fois c'est bien, quelque part, moi je me suis mis à la photographie parce que j'en avais un peu marre de l'économie du cinéma documentaire où les temps sont très longs, où il faut attendre d'avoir l'argent pour commencer à tourner, Mhm, selon les producteurs qu'on a. Et je m'étais mis à la photo pour retrouver une forme d'immédiateté comme ça et de solitude dans le geste. mhm. Donc je suis très content de retrouver, même si c'est plus précaire, comme ça. C'est-à-dire qu'on peut commencer à travailler tout de suite si on veut. Avec ou sans argent. Enfin voilà, il y a un truc il y a une liberté en tout cas là-dedans qui moi est important dans mon équilibre. Je comprends. Bastien? Alors, oui, effectivement, précaire. Après, moi, c'est encore peut-être un petit peu différent parce que je suis pas photographe professionnel dans le sens où je gagne pas ma vie avec la photographie. Pas, ou pas encore, en tout cas. Moi, j'ai toujours financé mes projets, soit de ma poche, soit pour le cas d'Evros, parce que j'y suis allé 2 fois, j'ai fait 2 fois 3 mois sur le terrain. Mhm. J'avais fait à l'époque une campagne de crowdfunding qui avait Ouais. été collée par Polka et du coup qui avait permis de financer, on va dire, les 3 mois qui me restaient sur place. D'accord. Très bien. Bon, ben, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Donc, on retrouve Adrien Deschamps et Bastien Selbert sur les murs et les espaces d'exposition extérieurs dans le 10e arrondissement de Paris. L'inverse. Ah oui, pardon, c'est ça. Joli, ouais. Joli, c'est ça. J'ai mélangé les deux noms et les deux prénoms. Voilà, donc, non, très bien. Donc, on retrouve Bastien. Oui, Hein, voilà. Et Adrien, on vous retrouve de toute manière dans les espaces d'exposition des rencontres du 10e. Voilà. À bientôt! Merci beaucoup. merci beaucoup Arnaud.